Smart Bourse, c'est votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart à la mi-journée, 12h30, 13h et le soir, la grande édition à partir de 18h30. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, une ambiance qui reste plombée sur les marchés européens notamment, avec un CAC 40 dans le rouge qui évolue sous les 4800 points. On est retombé à peu près sur les niveaux de fin septembre pour l'indice parisien. L'ensemble des places boursières européennes affiche des performances négatives. Le résumé complet dans un instant avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. On verra ce que nous réserve l'ouverture à Wall Street. Pour l'instant, les indices futurs américains sont légèrement positifs après le petit accident d'hier. On a vu des baisses marquées quand même de 2-3% sur des indices majeurs, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Du côté des publications, intéressant de noter que dans le secteur des logiciels, Capgemini rassure après le grand froid jeté hier par l'allemand SAP. Capgemini qui est d'ailleurs une des rares valeurs à s'en sortir plutôt bien aujourd'hui sur la cote parisienne et européenne. On notera le résultat de quelques grandes banques également, à commencer par HSBC ou encore Santander. Et puis ce soir, le grand rendez-vous pour les investisseurs après la clôture des marchés américains, après 21h, ce sera la publication des résultats de Microsoft qui donnera le coup d'envoi des publications des GAFAM qui vont s'étaler tout au long de la semaine. Microsoft ce soir donc, et le reste du groupe, Apple, Amazon, Alphabet, Google et Facebook publieront leurs résultats jeudi après la clôture de Wall Street. L'ambiance reste un peu lourde à la mi-journée sur les marchés européens. Le résumé complet, les infos clés à la mi-séance, c'est avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. Tendance toujours dans le rouge à la mi-journée à la Bourse de Paris. Le sentiment de marché en France mais aussi en Europe est freiné par des mesures de restriction supplémentaires qui semblent imminentes alors que la pandémie continue sa progression. Le nombre de contaminations à travers le monde s'approche désormais des 45 millions de personnes. En France, où près de 27 000 nouveaux cas ont été recensés sur les dernières 24 heures, Emmanuel Macron tient 2 conseils de défense aujourd'hui et demain. De nombreux observateurs anticipent d'ailleurs un probable durcissement des mesures en place, comme par exemple un resserrement du couvre-feu. Le président de la République ayant rappelé que les mesures pourraient être renforcées si elles ne sont pas jugées assez efficaces. Une annonce qui laisse d'ailleurs libre cours aux anticipations diverses. L'agence Reuters évoque par exemple la piste apparemment envisagée d'un confinement le week-end seulement et d'une avancée de l'heure du couvre-feu en semaine. Aux États-Unis, le conseiller économique de la Maison-Blanche confirme que les négociations patinent entre démocrates et républicains sur un éventuel plan de relance, malgré l'optimisme affiché du camp démocrate sur le sujet, et notamment de Nancy Pelosi, la présidente démocrate de la Chambre des représentants. Du côté des valeurs, à présent, Capgemini publie un chiffre d'affaires en hausse de 15,6% au troisième trimestre à 4 milliards d'euros. Un chiffre dû en partie à l'acquisition récente d'Altran. Le troisième trimestre du groupe a connu une nette amélioration de la performance générale, selon les dires de son directeur général. Capgemini qui garde ses objectifs pour 2020, estimant qu'il pourrait atteindre le haut de la fourchette d'une croissance comprise entre 12,5 et 14%. SEB revoit de son côté ses prévisions à la baisse pour 2020 malgré un léger rebond de ses ventes au troisième trimestre. Il anticipe désormais un recul de 5 à 6% de ses ventes pour l'année. SMCP annonce de son côté un chiffre d'affaires trimestriel en baisse de 10,6%. Le groupe mise à présent sur le développement de son réseau de magasins en Chine selon un plan stratégique jusqu'à 2025. Et BP annonce renouer de justesse avec les bénéfices au troisième trimestre malgré les pertes encaissées sur ses activités de raffinage. Le résultat net du groupe s'élève à 100 millions de dollars alors que le consensus attendait une perte de 120 millions de dollars. À noter également dans le dossier de la fusion avortée entre LVMH et Tiffany que la Commission européenne a donné hier son accord pour que LVMH rachète Tiffany. Le joaillier américain s'est du coup empressé de préciser que toutes les autorités de régulation approuvent désormais le projet dont on rappelle qu'il avait été avorté par LVMH en septembre. Novartis annonce de son côté un bénéfice net trimestriel en légère hausse à 3,47 milliards de dollars. Novartis qui s'attend désormais à une croissance à 2 chiffres de son résultat d'exploitation
en 2020. Et on note à la Bourse de Paris que les valeurs les plus sensibles au risque de mesures de restriction encore plus drastiques reculent à la mi-journée, à l'instar de Klépierre, Fnac Darty, Elior ou évidemment Air France et dans son sillage Airbus. Les bancaires reculent également malgré la publication de résultats trimestriels meilleurs que prévus de leur consoeur HSBC. Si HSBC fait état d'une chute tout de même de son bénéfice net de 54,3%, celle-ci reste inférieure aux attentes. Le groupe annonce par ailleurs s'attendre à des pertes de crédit moins importantes que prévues sur 2020. Et on finit avec le baril de Brent qui remonte légèrement à la mi-journée. Il se négocie juste en dessous des $41. Nicolas Pagnès avec nous en fil rouge tout au long de la journée sur Bismart depuis la salle de marché de Bourse Direct. Les enjeux de la seconde vague épidémique, évidemment, c'est le sujet qui est à la une pour les investisseurs sur le court terme en tout cas. Et Juliette Cohen est avec nous par téléphone pour quelques remarques, quelques réflexions sur cette question de la seconde vague épidémique, stratégiste chez CPR Asset Management. Bonjour et bienvenue Juliette. Merci beaucoup d'être avec nous. Effectivement, est-ce que l'enjeu de cette seconde vague sur le plan économique, sur le plan boursier, c'est de dire on prend les mêmes et on recommence, les mêmes secteurs, toujours en première ligne, affectés les plus directement par la question épidémique, ou est-ce que non, cette fois, il y a aussi des risques de contagion qu'il faut prendre en compte, c'est-à-dire des secteurs jusqu'à présent protégés qui se retrouveraient à leur tour plombés, indirectement peut-être par les effets de cette seconde vague épidémique et des mesures de restriction qui vont avec, notamment en Europe, j'entends, Juliette. Oui, tout à fait. Il y a clairement un risque de contagion. On le voit par l'ampleur de cette seconde vague en Europe, mais ça démarre aussi aux États-Unis. Donc, clairement, on voit qu'il y a des secteurs qui vont rester à la peine et dans les annonces de résultats. Mais il y a des secteurs, des noms qui ont annoncé qu'il allait falloir attendre plusieurs années avant de voir un retour à la normale de leur activité. Mais au-delà de ça, ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a eu un rebond assez fort quand même de l'activité au troisième trimestre, notamment dans l'industrie européenne, et que les derniers indicateurs, que ce soit les PMI ou les enquêtes INSEE-IFO, montrent qu'il y a une grande inquiétude dans ce secteur qui est pourtant plutôt préservé de cette seconde vague et des perspectives de demande pour les mois qui viennent. Donc clairement, il y a une inquiétude qui commence à se voir. Et puis au niveau macro, le risque, c'est d'avoir un repli de la croissance au quatrième trimestre, qui est aujourd'hui réel, après un fort rebond attendu pour le troisième trimestre. Ouais. Au-delà de la rechute attendue de nos économies pour le quatrième trimestre, Juliette, est-ce que le récit, le narratif quand même de la reprise, notamment pour 2021, est-ce qu'il reste valable avec l'idée quand même d'un vaccin ou d'un traitement à terme, l'idée d'un soutien monétaire et budgétaire sans faille au moins pour les prochains mois et les prochains trimestres? Et j'allais dire, en termes de stratégie d'investissement, il y a presque deux horizons de temps là qui s'entrechoquent un peu. Le côté gloomy du moment et puis toujours cet espoir à terme. Comment est-ce qu'on essaye de jongler ou de réconcilier ces différents horizons de temps, Juliette? Alors nous, on reste quand même dans l'idée d'un scénario d'amélioration en 2020, donc avec des mesures de restriction d'activité qui portent leurs fruits. Et puis, on a aussi un scénario avec une embellie un peu plus marquée, avec des annonces positives du côté des vaccins. Et des traitements. Donc le mois de novembre va être assez crucial parce que c'est probablement là qu'on va avoir un certain nombre de résultats des vaccins et des traitements qui sont sous test. Donc on a aussi ce scénario un peu plus rose pour un rebond de l'activité plus marquée grâce à des solutions du côté des vaccins et des traitements pour le Covid. Et ça veut dire quoi en termes de scénario de marché, Juliette? Ça veut dire que cet espoir, il est pleinement dans le marché aujourd'hui. Ça limite le risque d'une rechute violente, brutale des indices boursiers. Parce que là, ce qu'on a vécu, c'est rien du tout. Évidemment, on est même plutôt sur quelque chose d'une forme de consolidation. Ça reste un scénario central. L'idée d'une rechute violente des indices boursiers, c'est un scénario qu'on écarte à ce stade? Oui, c'est un scénario qu'on écarte à ce stade et qui pour nous est un scénario de risque. Ouais. Notre scénario central, c'est
on reste sous la pression sanitaire, mais on a quand même des mesures budgétaires et monétaires qui permettent de passer cette deuxième vague. Donc ça, c'est vraiment notre scénario central. Et puis après, on a un scénario plus noir et un scénario plus rose qui viennent se rajouter à ce scénario central. Et il ne faut pas oublier qu'on va quand même avoir des prolongations des plans de soutien budgétaire. On va avoir aussi probablement des annonces d'un nouveau plan budgétaire aux États-Unis. Alors il est reporté, mais il n'aura probablement pas lieu avant l'élection présidentielle. Mais on devrait quand même avoir cette nouvelle vague de soutien courant janvier. Donc ça, c'est également un point de soutien important. Sur le plan monétaire, là, quels sont encore les champs d'action possibles pour les banques centrales, à commencer par la Banque centrale européenne qui réunit son conseil des gouverneurs ce jeudi. Visiblement, Juliette, les économistes, les stratégistes n'attendent pas d'action immédiate de la BCE ce jeudi. Pourquoi attendre ? Alors pour nous, Christine Lagarde devrait commencer à jeter les bases pour une annonce d'assouplissement monétaire en décembre. Donc là, elle va probablement plus axer sur des éléments d'évaluation des risques, sur probablement renforcer l'idée que les risques sont accrus à la baisse. Mais on devrait avoir un mouvement de prolongation du PEP de 6 mois et une augmentation aussi de l'enveloppe de l'ordre de 500 milliards d'euros, plutôt pour le mois de décembre. Ouais. Quelle est l'idée derrière, Juliette ? Parce que ces banques centrales en font tellement, et notamment à travers cette crise, on a franchi encore des limites qu'on pensait être des résistances d'une certaine manière il y a encore quelques mois. À quoi ça sert concrètement là, de voir la BCE prolonger son programme de soutien d'urgence pandémique, augmenter encore les enveloppes ? Vous me direz, si elle ne le fait pas, ce serait sans doute un mauvais signal, mais si elle le fait, si elle s'apprête à le faire, quel est l'objectif recherché derrière ? Alors, l'objectif, c'est d'éviter qu'on ait des tensions sur les taux d'intérêt, notamment les spreads périphériques, dans une période où on a une forte augmentation des dettes. C'est aussi de s'assurer que la stabilité financière est bien assurée. Et puis ça va avec l'idée que la pandémie dure plus longtemps que ce qui était initialement anticipé. Et donc il faut prolonger à la fois le soutien budgétaire et monétaire pour les mois qui viennent. On attend le même type de réponse côté américain, Juliette, sachant que sur le plan sanitaire, on voit quand même des divergences de stratégie assez importantes, puisque la Maison-Blanche nous dit officiellement désormais, nous ne contrôlerons pas l'épidémie, nous ne chercherons pas à contrôler l'épidémie. En revanche, le cœur de la stratégie repose sur les vaccins et les traitements. Est-ce qu'en termes économiques, ça implique des divergences importantes entre le comportement de l'économie américaine versus le comportement de l'économie européenne, et donc des réponses monétaires, budgétaires qui seraient différentes également à terme ? Alors à court terme, ça peut avoir des impacts économiques différents. Mais néanmoins, il y a quand même un élément important qui est la confiance, et que la confiance ne redémarrera clairement que si on a une épidémie à peu près sous contrôle, ou au moins un vaccin ou un traitement qui fonctionne et qui peut être administré de façon large. Donc probablement le quatrième trimestre sera un peu différent des deux côtés de l'Atlantique, mais pour qu'on ait un redémarrage vraiment prolongé, il faudra avoir une réponse sanitaire et un soutien budgétaire encore d'ampleur et un soutien monétaire. Merci beaucoup Juliette, merci pour ces quelques réflexions sur cette seconde vague épidémique et ses conséquences économiques et financières. Juliette Cohen, stratégiste chez CPR Asset Management, avec nous par téléphone dans l'édition de la mi-journée de Smart Bourse sur Bismart. On
On va prolonger cette discussion sur les enjeux de la seconde vague, mais peut-être plus sur le plan microéconomique avec les résultats d'entreprises qui sont en cours de publication. Hein. C'est peut-être le pic cette semaine des publications d'entreprises aux États-Unis. Et Julie Jourdan est à mes côtés en plateau pour en parler, gérante action américaine chez Mansartis. Bonjour et bienvenue Julie. Bonjour. Oui, effectivement, les enjeux de la seconde vague. C'est la même question que je reprends, mais peut-être sur le plan microéconomique. Est-ce qu'on prend les mêmes secteurs et on recommence? Les secteurs plombés par, on va dire, la première vague épidémique seront ceux plombés évidemment par la seconde vague épidémique. Est-ce qu'il peut y avoir de nouvelles victimes? On a en tête quand même ce qui s'est passé du côté de l'allemand SAP hier, à quelques heures maintenant de la publication de Microsoft dans le domaine des logiciels et du cloud. On a vu quand même que le message de SAP était de nous dire... vous savez, moi je suis exposé à des secteurs qui sont plombés par la pandémie et la reprise de la demande finale n'est pas aussi forte que ce que je pouvais estimer, même si je suis positionné sur le secteur des logiciels, de la transformation numérique des entreprises, du cloud, etc. Et que là-dessus, ma stratégie ne changera pas, mais il y a quand même un décalage dans le temps par rapport à ce que je pouvais avoir comme objectif il y a encore quelques mois et ce qui sera la réalité demain. Alors, il y a plusieurs choses dans la question. La première, c'est où est-ce qu'on en est en fait dans les résultats et est-ce que finalement, ce qu'on a pu voir hier sur SAP, c'est quelque chose qu'on retrouve de manière plus générale, on va dire au niveau des États-Unis. Donc, à ce stade, on a à peu près un peu plus d'un quart des sociétés américaines qui ont publié. Elles sont 90% à avoir publié des profits qui étaient supérieurs aux attentes et 80% des ventes supérieures aux attentes. Donc on voit bien qu'on est toujours dans cette logique en fait où les entreprises américaines continuent en fait de surprendre favorablement. Et c'est très important parce qu'on est sur un trimestre d'inflexion, c'est-à-dire qu'effectivement le dernier trimestre, le deuxième trimestre, c'était le trimestre en fait un petit peu du bas en fait du creux absolu la de capitulation. Voilà, Exactement. tout le monde avait révisé en baisse, au plus bas, et on était au fond du trou. Exactement. Et on a eu finalement des résultats qui étaient en baisse de 33%. On attendait 41%, c'était 33%. Là, on anticipe une remontée, toujours en baisse, des profits et des ventes, mais une inflexion. Donc on voit que pour le moment, jusqu'à présent, on a plutôt en fait des entreprises qui surprennent favorablement. Ça, c'est la première chose. Avec des attentes qui ont été révisées à la hausse. Des c'est ça, attentes qui ont justement. été révisées à la hausse et des surprises positives dans les publications qui sont largement supérieures à ce qu'on a pu avoir sur les derniers trimestres. C'est-à-dire qu'en moyenne, on a des surprises qui sont 25% supérieures à ce qui était attendu contre, on va dire, les 4 derniers trimestres moyennés, on était à 4%. Donc on voit bien qu'il y a des attentes qui ont été relevées. Après, il y a ce qui se passe avec SAP. Donc SAP, c'est une valeur effectivement européenne qui déçoit. Alors, il y a plusieurs manières de décevoir. Ils déçoivent à la fois, je dirais, dans leur perspective et puis dans leur message qui est quand même très prudent. Donc là-dessus, aujourd'hui, ce qu'on voit aux États-Unis, c'est qu'on n'a pas eu ce genre de message. On a eu, dans le même domaine, des acteurs comme Salesforce qui ont publié il n'y a pas très longtemps, qui ont affiché des ventes en hausse de presque 30% et qui ont relevé leurs estimations à venir. Donc un message plutôt positifs et qui ont même dit, qui ont été au-delà de ça, qui ont dit qu'ils avaient signé des très gros contrats sur le trimestre. Donc là où on peut craindre, et c'est une crainte qui est tout à fait légitime, qui est de se dire finalement, est-ce que des gros contrats vont être reportés dans le contexte? Eh bien effectivement, on a plutôt vu des entreprises américaines qui se sont dit, ah ben non, on se décide, on accélère nos investissements dans le digital parce que c'est maintenant ou jamais. Donc à voir si dans les résultats ce soir de Microsoft et ceux des autres éditeurs de logiciels, on va avoir un message plus proche de celui de Salesforce que de celui de SAP. Après, il y a un troisième sujet dans ce que vous dites, c'est de dire finalement, est-ce qu'on peut avoir des déceptions? Oui, on va avoir des déceptions. On en aura des déceptions. Il n'y a pas de doute. On l'a vu avec Netflix la semaine dernière. C'est-à-dire qu'on a un groupe qui a eu une croissance exceptionnelle sur le premier semestre en termes de nombre d'abonnés. Je crois qu'on n'était pas loin de 26 millions de nouveaux abonnés sur le semestre, qui annoncent, et ils avaient dit, attention, on va avoir une normalisation du nombre d'abonnés, et qui ont sorti finalement 2,2 millions de nouveaux abonnés. Ils en avaient annoncé 2,5, mais le marché était à plus de 3 millions. Et évidemment, c'est la douche froide, occultant plein d'autres choses. Le fait que les programmes de tournage avaient complètement repris, le fait que le groupe extrêmement bien positionné pour la suite. Donc, et qu'ils ont aujourd'hui 195 millions d'abonnés. Donc tout ça
a été occulté parce que les attentes étaient élevées, parce qu'on avait pris l'habitude presque d'avoir des chiffres exceptionnels. Donc c'est ça où il va falloir voir à quel point le marché peut être nerveux ou pas sur des publications de résultats. Ouais. Et là, vous parlez plus d'une déception de court terme, parce que si je vous entends, la trajectoire des perspectives de Netflix reste intacte, voire augmenter à travers la crise pandémique, Julie. Ça fait partie des gagnants en fait de la crise de la Covid, puisqu'effectivement, on a bien vu aujourd'hui 195 millions d'abonnés. Et effectivement, c'est des abonnés qui ne quittent pas le navire. C'est-à-dire qu'on voit bien que le taux de churn, comme on appelle ça, a baissé sur le trimestre. Donc on voit bien que les gens qui s'abonnent restent abonnés et vont venir effectivement permettre au groupe de générer du cash et de financer en fait les catalogues futurs. Est-ce que cette crise va, désynchroniser les GAFAM, ou est-ce que le marché va regarder de plus en plus précisément le business model de chacune de ces grandes entreprises technologiques ou autres? Le modèle d'Apple, c'est pas le même qu'Amazon, c'est pas Microsoft non plus. Jusqu'à présent, c'était un groupe qui était, sur le plan boursier, j'entends, perçu comme homogène ou quasiment homogène. Peut-être que Facebook a été un peu décroché, on va dire, à un moment de ce groupe des GAFAM. Mais est-ce que là, justement, cette crise révèle aussi la spécificité de chacune de ces entreprises? C'est ce qu'on va regarder à travers les résultats qui vont venir dans les prochains jours. Alors effectivement, on a des groupes qui, globalement, ils sont tous gagnants de cette situation. C'est-à-dire mais avec des métiers différents. Avec des métiers très différents. Mais effectivement, le fait qu'on soit dans une société toujours plus digitalisée et le fait d'avoir eu des confinements qui, finalement, ont augmenter cette part de la digitalisation dans nos vies au quotidien fait qu'ils sont tous gagnants. Après, effectivement, on l'a déjà vu sur les derniers trimestres, on a vu finalement des situations un petit peu différentes. Quand on a eu les résultats du trimestre dernier sur ces grands groupes, on a vu typiquement qu'un Apple ou un Facebook ou même un Amazon, et bien plus encore que les autres, un Amazon a enregistré des ventes particulièrement spectaculaires. C'était des croissances de l'ordre de 11% pour Facebook et Apple en termes de ventes, dans un contexte quand même, un marasme économique, on en parlait tout à l'heure, alors que le reste des profits en moyenne était en baisse de 33%. 30%. Donc c'est quand même assez, c'était colossal. Et à côté de ça, on a eu Amazon qui, eux, on était au-delà de 30% de croissance, donc on était sur des ventes. Donc on était dans une situation vraiment assez spectaculaire. À l'inverse, on a vu que Google n'avait pas eu exactement le même parcours, puisque les ventes, pour le coup, étaient en légère baisse. Pourquoi ? Parce que leurs clients finaux souffraient plus. Finalement, on parle d'un vendeur de pub, d'un gros vendeur de pub, le plus gros au monde peut-être sur le digital, mais ça reste quand même le cœur du métier de Google. Exactement. Et finalement, leurs marchés finaux, ils sont beaucoup exposés à tout ce qui est retail, à tout ce qui est loisirs, tourisme de manière générale, et finalement plus que les autres. Donc effectivement, ils ont souffert de ça. Là, on va avoir des résultats sur ce trimestre qui vont nous permettre de voir si effectivement l'amélioration qu'on a pu, dont ils parlaient à la fin du trimestre, s'est concrétisée. Donc ça sera quelque chose effectivement à surveiller, puisque effectivement, on va avoir des parcours boursiers qui peuvent diverger. Et on l'a bien vu. Amazon, on n'est pas loin de 75% de hausse depuis le début de l'année, quand un Google, je crois qu'on est plus proche de 10-15% de hausse. Donc il y a des divergences qui se sont créées. Ça, on les observe. Elles se sont renforcées, effectivement, pendant cette crise. Est-ce que l'idée d'une rotation, si on parle de stratégie d'investissement, reste valable à terme? Alors évidemment, le bruit autour de la pandémie est très fort aujourd'hui, l'élection américaine, etc. Il y a sans doute un peu d'aversion au risque dans le marché aujourd'hui, mais si on réfléchit à la sortie de crise sanitaire, si on réfléchit au plan budgétaire, est-ce que l'idée d'une rotation reste valable, concevable? Est-ce que c'est même d'ores et déjà ce qu'il faut mettre en place dans les portefeuilles, dans les stratégies d'investissement, Julie? Alors, il y a plusieurs choses dans cette idée de rotation. La première, c'est de se dire pourquoi on achète ces valeurs-là. On achète ces valeurs-là parce qu'on achète de la visibilité. Oui. Aujourd'hui, on sait que ces valeurs-là, y compris dans une période de crise, affichent des niveaux de croissance qui sont extrêmement satisfaisants pour nous, investisseurs, et qui continuent de bénéficier de ces tendances long terme de digitalisation. Donc, la première question, c'est de se dire, finalement, est-ce que ça,
ça va être remis en question à court, moyen ou long terme. Donc, à ce stade, on n'a pas d'éléments qui viennent nous dire, finalement, la visibilité de ces groupes-là en termes d'évolution de leur chiffre d'affaires ou leur innovation, etc., serait remise en question et entraînerait une rotation. Ça, c'est vraiment, je dirais, la première des premières choses. Après, il peut y avoir d'autres groupes qui émergent de l'innovation, qui offrent plus de perspectives de croissance. Ça a toujours existé, ça existera toujours, et on le voit bien, il y a un certain nombre d'acteurs qui émergent comme des acteurs majeurs de cette nouvelle vague. On ne va pas reparler de Zoom et des autres, mais très clairement, on a vu qu'il y avait des parcours exceptionnels. Après, la deuxième question, c'est quand est-ce que va arriver une rotation sectorielle, si elle arrive, et pour quelles raisons ? Et cette raison, ça serait effectivement, sans doute, une reprise économique durable qui donne de la visibilité exactement sur les autres secteurs. Donc, d'où l'idée, le vaccin pourrait être effectivement un catalyseur, parce qu'effectivement, ça redonnerait effectivement de la visibilité à des secteurs qui sont aujourd'hui finalement dans l'attente d'une normalisation des comportements sociaux, en fait. Donc ça, aujourd'hui, ça arrivera sans doute. On n'a pas de visibilité là-dessus. Et donc, à ce stade, cette rotation paraît pas être, je dirais, réalisable à court terme. On aura des tentatives, on va avoir des histoires. Après, dans la durée, effectivement, on voit bien que ces grandes tendances de digitalisation, etc., sont quand même là pour durer. Donc, il y aura des rattrapages, il y aura effectivement, mais pour ça, il faut des éléments concrets qui permettent de renormaliser les comportements sociaux. Pour conclure, Julie, est-ce que le marché américain, notamment, s'est déjà accommodé d'une victoire de Joe Biden et de tout ce qui irait avec, et notamment, pourquoi pas, d'un Congrès et d'un Sénat qui serait démocrate demain ? Alors, le marché s'est accommodé du programme d'une victoire potentielle de Joe Biden en regardant, finalement, tous les éléments qu'il veut regarder, c'est-à-dire effectivement le programme d'infrastructure en ce qui concerne les énergies renouvelables, et on a bien vu qu'il y avait effectivement des performances absolument spectaculaires dans ce domaine-là et dans le domaine des infrastructures de manière générale, avec l'idée d'un plan de relance économique qui serait plus vigoureux sous une présidence démocrate que sous une présidence républicaine. Donc tout ça, effectivement, ce sont des choses qui aujourd'hui qu'on retrouve dans les cours d'un certain nombre de valeurs. Après, il va falloir voir dans la réalité quel va être le programme, notamment en termes de fiscalité de Joe Biden. Est-ce que le marché a eu raison de sélectionner d'une certaine manière le côté dépenses très favorable plutôt que le côté fiscalité hausse d'impôts ? À court terme, je pense qu'effectivement, on est dans une situation de crise. Donc, effectivement, le programme de relance budgétaire, il est porté par les démocrates. Donc, ils ont tout à fait raison de se dire c'est quelque chose qui va faire partie d'un mandat Biden et qui sera positif pour l'économie. Mais il ne faut pas occulter l'autre partie du programme qui est sur la fiscalité et voir quels en seront véritablement les éléments concrets ou pas et quel en sera l'échéancier. Bon. On verra, on verra. On le saura peut-être d'ici la fin de l'année. On verra en tout cas le résultat déjà à l'issue du scrutin le 3 novembre prochain. Ce sera déjà la première étape pour permettre au marché d'appréhender un peu mieux peut-être une présidence Biden. Merci beaucoup Julie. Merci d'avoir été avec nous en plateau pour cette édition de la mi-journée Smart Bourse sur Bismart. Julie Jourdan qui était avec nous, gérante action américaine chez Mansartis.